Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Toute l'équipe est là. Je vais commencer par Virginie. Ça va Virginie, bonjour. Ça va Jean-Luc, ça va Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Jean-Luc. Voilà, avec nous donc Roger Kezel que l'on ne présente plus sur cette antenne d'ailleurs, on ne présente plus du tout dans l'Est de la France, au Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Ça va? Bonjour Jean-Luc. Oui, ça va. Marie-Paul a l'air vraiment en forme. Hein. Mais Marie-Paul vient de découvrir depuis hier cette nouvelle formule. Et elle aime beaucoup. Elle trépine, elle dort ici, elle campe ici, elle veut absolument que... On peut en faire plus Elle encore. m'a dit, je pourrais en faire plus. Je lui ai dit, non, pour ta petite santé, je ne voudrais pas non plus exagérer. Comment va Marie-Paul Wolf aujourd'hui? Bien. Ah, mais Jean-Luc, votre émission est trop longue. C'est pas l'émission qui est trop longue. Bon, on va pas raconter tout non plus. Oui, c'est ça. Quand on est en bonne Gardons des secrets pour nous, s'il vous plaît. Quand on est en bonne compagnie, c'est jamais long. Ah, Voilà. Eh bien, dans notre bonne compagnie aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un que l'on connaît bien aussi, hein, Roger, en Lorraine et même dans l'international. C'est Hervé Aubette. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors pour nous, vous êtes la figure emblématique, le PDG de ProConsultant, mais pas seulement. Parce que vous avez plusieurs casquettes. Alors c'est vrai que votre société, c'est une société qui a démarré dans les années 90, qui se porte plutôt bien aujourd'hui. Vous avez inondé le monde de la décision parce qu'à un moment donné, il y avait un besoin et vous avez su trouver ce besoin. On va en parler avec vous tout à l'heure. Et puis on se dit toujours qu'il pourrait faire de la politique parce qu'il a un carnet d'adresses et des gens qu'il aime bien, tout comme vous d'ailleurs. C'est que Oui. tous les deux, on pourrait... Oui, ça nous avait amusé une fois de regarder ça. Oui. Hein ça vous tente pas Non. 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 Toujours pas. Non, Oh. non. Puis un bon maire. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était pour la mairie de Metz, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Absolument. C'est vrai, non. Bah, pour l'instant, il a du boulot, Mais il travaille partout. Hervé, pour ça. Hein. Vous seriez prêt à- Il n'y a pas assez de chefs d'entreprise dans le monde politique. Ils auraient intérêt à être plus présents. Puis il peut peut-être être journaliste. On va peut-être lui poser la question tout de suite, comme ça vous avez vécu ça. Ça vous Non, tenterait, ça je pense qu'il n'y a pas assez de gens de la société civile dans les décisions Ah, je qui suis sont d'accord prises. avec vous. Je pense aussi que ça manque de jeunes. Mais je n'ai pas prévu aujourd'hui de devenir maire ou député. Je suis suffisamment occupé et puis il y a d'autres façons de contribuer au fonctionnement de la vie locale. D'ailleurs, j'essaie de le faire par ailleurs. Oui. C'est bien la télévision parce qu'on peut tout garder. Et puis quand j'inviterai Roger en tant que maire, en tant que président, sortira. je dirai, rappelez-vous, il y a encore quelques temps, vous nous disiez. Mais c'est là. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'Hervé est très investi dans plusieurs associations, notamment l'association Prélude qui fait un gros travail autour de l'Arsenal et de leur... Dites-nous ce qu'est l'association Prélude. Hervé peut le dire mieux que nous. Volontiers. L'association Prélude, c'est l'association des amis de l'Arsenal et de l'Orchestre national de Lorraine. L'objectif, c'est de valoriser ces deux fleurons de la région qui sont peu connus des Lorrains parfois. D'ailleurs, les Lorrains ne sont pas assez fiers de ce qu'ils ont. Mais il y a un nouveau patron d'ailleurs à l'Orchestre national. Christopher Bayton vient de prendre la direction de l'Orchestre Je vais nous national voir de le Lorraine. jour, juste comme ça, pour le fun, pour prendre contact avec la chaîne. Je trouvais ça très, très gentil et très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que M. Bayton a plus que les capacités de le faire. L'idée avec cette association, c'est de soutenir le développement de l'Arsenal et de l'Orchestre national de Lorraine. Une forme de mécénat, bien entendu, mais aussi de les accompagner dans leur visibilité, dans leurs opérations, offrir la possibilité à nos adhérents de prolonger le plaisir, c'est-à-dire soit avant le concert, soit après le concert, de pouvoir rencontrer les artistes. On a fait ça très récemment à l'occasion du concert de Mahler, qui était un concert absolument prodigieux. L'ensemble des musiciens, 110 musiciens, nous ont rejoints dans une très belle salle, puis nos adhérents, le public a pu échanger avec eux, ce qui est assez inhabituel dans notre région, mais les gens ont besoin de cela, donc c'est ce que va faire l'association. On a des projets aussi, c'est de faire en sorte que l'Orchestre national de Lorraine puisse se produire à Atlanta, à la fin de l'année prochaine. Côté Parce ricain, que... ça, ça, on n'arrivera pas à vous l'enlever. Parce que voilà quelqu'un qui va quand même. Il va sur l'extérieur. Exactement. Je pense qu'il Il exporte choisit très bien, important. hein, Ah ouais. Las Vegas. Moi, je vais vous donner la liste des villes. Ah oui. C'est pas au hasard tout ça, mesdames et messieurs. L'export, vous verrez, exporter, c'est quelque chose d'extrêmement important en cette période. Et faire connaître aux autres ce que l'on sait bien faire, c'est souvent aider ceux qui sont pas loin de nous d'apprécier encore plus ce que l'on a. Donc effectivement, aller à Atlanta pour se produire pour l'orchestre, c'est quelque chose de très important. Ils viendront, les gens d'Atlanta viendront à Metz
l'année d'après pour se produire eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir vers le monde et montrer les belles choses que l'on a, car on a des très très belles choses. Vous êtes un passionné de musique en fait. Je ne suis pas un grand mélomane, mais j'aime beaucoup la musique. Ça procure des sensations, un plaisir extrêmement important. Le plaisir qui se combine évidemment avec la gastronomie et d'autres plaisirs qui existent sur la Terre. Si vous voulez parler de gastronomie, nous avons, vous le savez, la référence dans toute cette Lorraine et dans l'Est de la France. Moi, je suis plutôt produit du terroir. Hein. Pas toujours produit transformé. D'accord. Authenticité. Si on veut bien consommer, il faut d'abord savoir d'où vient le produit. Et si on parlait... Il faut être curieux en alimentation. Si on parlait de ce que l'on va voir jeudi dans votre rubrique aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un retour de verger, puisque hier, c'était la cueillette. Nous étions donc sur les vergers de Cousancelles chez Philippe Pro, à Cousance-les-Forges. Et aujourd'hui, on va voir le retour du verger, le retour. Donc, on va tout de suite commencer par le petit film, où on pourra expliquer ensuite ce qui s'est passé. Donc là, on y est. On est là sur les vergers de Cousancelles, près de Cousance-les-Forges, donc un agriculteur, arboriculteur sur 5 hectares 5 d'arbres bio. On va développer jeudi la biodynamie, parce que ça m'intéresse énormément. Donc voici des vergers. Voyez-vous, il n'y a pas de fruits cette année, mais lui, il en a quand même un petit peu. C'est quoi la biodynamie, Marie-Paul? Ah, ça, je me réserve pour jeudi. Le suspense. Non, parce qu'on ne peut pas expliquer en quelques minutes, il faut quand même... Et je souhaite valoriser l'arboriculteur, parce que c'est lui qui va expliquer ça. C'est lui-même qui vit sa passion, et ce qu'il a fait en quelques années, c'est remarquable. Donc voici les pommes qui ont été cueillies, toutes manuellement. Là, on voit Jean-Claude, donc qu'on a vu hier cueillir. Je les ai accompagnés dans la cueillette. Donc, sur cette pomme bio, vous voyez qu'elle n'est pas très régulière, pas très brillante. Elle a eu certains traitements qui sont essentiels à la santé, puisque c'est des traitements qui ne sont pas chimiques. C'est un calibrage qu'on a dit? C'est un calibrage, une petite calibreuse, parce que les producteurs travaillent dans les petites unités avec des produits. Il leur faut beaucoup de main-d'œuvre. Et moi, je souligne encore la main-d'œuvre actuellement. Voyez-vous, elle calibre avec. Regardez, voilà, on calibre les pommes. Donc là, il y a de la main-d'œuvre. Il y a de la main-d'œuvre saisonnière qui puisse permettre à des femmes de gagner quelques centaines d'euros en plus par mois. Je salue le courage de ces producteurs-là. Les plus belles pommes vont dans les magasins, comme on l'a expliqué hier, de santé, de nature, sont vendues sur des foires bien particulières qu'on va retrouver toutes les listes sur Internet jusqu'à l'automne. Et là, c'est sa gamme de produits. Il a travaillé tous les jus pour faire honneur à la Lorraine, puisqu'il a employé les groseilles, la mirabelle, le champ de pomme poire qu'on a dégusté à base de groseilles. Il a utilisé que des produits 100% bio et lorrains. C'est ça qu'on a goûté la purée de pommes hier, c'était exactement. Délicieux. Et moi, je suis très admirative de cet homme-là, parce qu'en quelques années, il a osé franchir un investissement qui est incroyable pour lui, à plus de 200 000 euros pour une toute petite unité, ce qui lui permet de faire sa purée de pommes. Il sert donc les crèches autour de lui, hôpitaux, maisons de retraite, et il arrive à donner un dessert à base de fruits bio, comme on l'a expliqué hier, à des écoles maternelles ou écoles et des cantines. Donc il y a une marche en avant et il n'est pas beaucoup plus cher. On dit souvent que le bio est cher, mais comme il travaille des quantités qu'il a réussi à maîtriser et il amène un service extraordinaire au niveau, je redis aujourd'hui, si vous avez des fruits dans vos vergers, ne perdez pas un fruit dans une conjoncture aussi difficile. Vous avez un produit noble, non traité, qui est absolument vitaminé. Monsieur Pro, Philippe Pro, vous propose dans son atelier de transformation, si vous avez à partir de 50 kg de fruits, vous les amenez un week-end, le week-end d'après vous revenez, les bouteilles sont faites, tout est fait. On n'attend pas. C'est un service qu'il a amené cette année. Mais il a un service d'autant plus extraordinaire dans sa cueillette de pommes, c'est que cette année, vous habitez en ville, vous êtes dans un appartement, vous n'avez pas de cave, pas de garage, vous avez une ambiance trop chaude pour conserver des fruits. Vous vous rendez chez lui entre septembre et octobre. Il vous met à la disposition sa variété de fruits. Vous achetez 40 ou 50 kilos de fruits qui vous plaisent en fonction des compotes, des tartes, de la pomme cuisinée. Ah bon, il peut nous transformer tout cela? Non, il ne vous transforme pas. Vous allez régler ces fruits-là et vous les conservez pendant 4 mois l'hiver et vous venez les chercher tous les mois au fur et à mesure de vos demandes. Mais si on a envie de faire du jus de pomme... Gracieusement. Le jus de pomme, c'est autre chose. Je parle maintenant sur la pomme couteau et la pomme fruit. Parce qu'aujourd'hui, le gros souci, c'est qu'en hiver, on paye de la pomme dans certains magasins, la pomme conventionnelle, qui a eu 40 traitements de produits phytosanitaires et de pesticides. 40 traitements, une pomme? Facilement, Ah ouais. comme la pêche. Bon, vous payez de la pomme en hiver à 4 € le kilo. Lui, il la vend moins cher à l'automne et vous la conserve gracieusement. Et vous êtes sûr d'avoir une pomme bio parce qu'il a créé dans son nouvel atelier une chambre froide de 800 mètres cubes
où il s'est donné cet outil-là. Parce que pour lui, à l'automne, c'est important qu'il vende sa récolte. Alors moi, je comprends très bien, moi j'ai de la chance d'avoir une cave, un cellier et tout, donc je mûris mes pommes comme je veux. Mais il faut penser à toute cette quantité de gens qui construisent des petits pavillons de plein pied, chauffement au sol et tout. Ils n'ont plus l'idée d'avoir des caves fraîches comme on faisait dans le temps, ou semi-fraîches pour garder du vin. Les amateurs de vin peuvent toujours conserver des fruits. Voilà. Bon. Et les caves à vin, ça vient dans le... Mais non. Mais les caves à vin arrivent dans des appartements modernes parce qu'on ne peut plus construire des caves comme ça. Il y a le coût de creuser dans la terre et de conforter et d'amener l'isolation. Ça sera un grand débat au niveau de la construction. Mais je veux dire que là, il a amené un service depuis 1 an, 2 ans. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a des clients de Metz qui sont venus lui acheter 60 kilos de pommes et tous les mois, ils font une balade en Meuse où toutes les 6 semaines, ils vont rechercher leurs pommes. Il sera là donc avec nous jeudi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc on le découvrira ici avec ses produits sur le exceptionnel. plateau. On a hâte diète, Oui, hein, on a vraiment. hâte diète. Avec nous donc Hervé Obed. Hervé, je vais vous présenter à nos amis téléspectateurs. Vous êtes fils de mineur, né à Villerue. Vous êtes informaticien, vous avez travaillé chez Apple au début. Puis au début des années 90, vous découvrez le monde de la télévision et vous avez une rubrique hebdomadaire dans une émission sur RTL 9. Absolument. C'est dans quelle année ça? Ça va être une colle, c'est dans le début des années 90, ça s'appelait encore RTL TV à l'époque. Ah, alors c'est avant 95. Donc, Exactement. Ok, donc cette expérience-là vous donnez envie de vous intéresser à la vie de la chaîne et petit à petit vous dites j'essaie de comprendre comment fonctionne la télévision et je me rends compte que finalement il manque à cette époque-là un outil important et cet outil en 2 mots c'est comment gérer sa chaîne de télévision à partir d'un écran. Effectivement, à partir d'un logiciel en tout cas. Au début des années 90, la télévision était en train de se préparer à la numérisation, c'est-à-dire faire en sorte que tout puisse être numérisé et passer plus facilement dans les tuyaux ou par satellite. Donc la compétition allait s'organiser et pour ça il fallait avoir un excellent outil de gestion pour anticiper, planifier, gérer. Souvenez-vous, vous connaissez extrêmement bien ce monde-là, c'était un petit peu l'époque des paillettes, c'est-à-dire les gros producteurs, les animateurs qui coûtaient extraordinairement cher. J'ai eu la chance chez RTL Télévision de découvrir dans cette entreprise très familiale comme la vôtre aujourd'hui, eh bien l'environnement et d'apprendre à comprendre les besoins. Et ça m'a donné l'occasion effectivement d'imaginer une solution que j'ai pu présenter, porter et aujourd'hui vendre à travers le monde. Parce qu'en réalité, le produit s'appelle Louise. Et Louise permet, si vous voulez, à un directeur de programme, un directeur de chaîne, de pouvoir, via son écran et grâce à un logiciel donc, inventé par les équipes d'Hervé, contrôler à la fois le stock de films, les droits, c'est-à-dire les films, nous les achetons, mais nous les avons pour combien de temps? Parce que souvent, des films sont achetés 3-4 ans avant. Ouais. Et donc, les droits commencent à un moment donné. Donc, quand vous êtes sur votre fiche de programmation, vous dites, tiens, je vais diffuser, je dis n'importe quoi, un film, je sais pas, La Dernière Compagnie ou La Première Compagnie. On voit qu'on n'a pas encore les droits, donc il nous dit non, vous ne pouvez pas. Il y a les droits, on y va, on a le nombre de diffusions du film, on a la durée, et on sait combien à la fin tout ça nous a coûté, parce qu'il y a aussi la gestion de catalogue. Absolument, puis il faut, vous le savez bien, pour faire la promotion du film lorsqu'il va être diffusé, il faut avertir la presse, il faut mettre à jour le site internet aujourd'hui. Il y a 1000 métiers en fait dans une chaîne de télévision. La vocation du logiciel, c'est de les automatiser, de s'adapter à la taille de la chaîne, puisqu'on a la chance d'avoir des chaînes thématiques, mais aussi des énormes chaînes de télévision. Il y a plus de 1000 personnes qui utilisent le système chaque jour. Donc c'est un système très complet. Puis aujourd'hui, il faut prendre une émission qu'on aurait ratée la veille. On a la volonté de l'avoir sur le site internet ou sur son smartphone. Eh bien, le même logiciel permet et automatise. Et il gère les replays. Il gère les replays et les rediffusions. Effectivement, une rediffusion pouvant avoir un coût différent que de la diffusion. Enfin, il y a 1000 métiers dans une chaîne de télévision, c'est passionnant. C'est une véritable industrie, il faut le savoir à travers le monde. C'est une des industries les plus stratégiques au monde, car rien ne se ferait aujourd'hui sans la télévision. Les Jeux Olympiques sont un excellent exemple. C'est un vrai plaisir de découvrir et de travailler dans cet environnement. Donc après RTL 9, une fois que vous aviez développé ce logiciel, il a fallu le vendre, enfin aller sur les différents marchés pour l'expliquer. Ça a été simple, c'était facile? Non, c'est jamais facile. Ça serait beaucoup trop facile, justement, si tout était facile. Non, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis d'abord allé à Paris. Avec la tenue, tout ça? Presque. Je suis allé à Paris. J'ai eu la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont conseillé. Je les ai écoutés. Et puis, j'ai pu rencontrer un premier client, puis un deuxième. Et très vite, j'ai pris un billet d'avion pour aller à Las Vegas. Mon entourage me disait à cette époque-là, ça y est, il a pété les plombs, il a gagné un petit peu d'argent. Il va tout claquer au casino. Il va tout claquer au casino, c'était pas du tout ça. En fait, à Las Vegas, il y a chaque année un immense salon, c'est le 3e plus gros salon professionnel au monde, il s'appelle le NAB.
Et puis je me suis rendu compte là-bas que les Américains étaient loin de faire mieux ou aussi bien que ce qu'on avait réussi à faire jusque-là. Donc j'ai décidé, en prenant quelques stagiaires l'année d'après, de partir à la conquête du marché américain en exposant notre solution là-bas. On a eu beaucoup de chance, mais la chance vient en travaillant, de rencontrer des clients et puis de comprendre qu'on avait des choses à apporter au marché. Et puis on a continué à travailler, ce que l'on fait d'ailleurs toujours aujourd'hui. Oui, Paul? Moi, je suis tout à fait... Vous êtes un conquérant et je trouve que c'est bien. Je voulais dire que tout à l'heure, l'image de la Lorraine, véhiculer l'image, c'est très important. J'appelle ça véhiculer, moi, dans les médias. Véhiculer une image, c'est très important. Hervé a pas trop développé parce qu'il est modeste. Il intervient sur les chaînes du monde entier. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et combien de pays? Oui, mais tous les pays, 300 certains chaînes. pays vous ont fermé la porte. Alors, il y a Le totalitarisme, tout ça, comment ça s'est passé? C'est vrai que le protectionnisme dans le monde est extrêmement bien organisé. Les Américains, les mieux qu'en premiers. France. Effectivement, en France, je crois qu'on n'est pas assez. On ne se protège pas assez. Exactement. Vous avez raison. Il y a des pays qui sont souvent nos voisins d'ailleurs, qui sont extrêmement bien organisés, qui font prioritairement travailler leurs entreprises. C'est une forme de protectionnisme. On appelle ça du patriotisme aujourd'hui. On ne travaille pas dans tous les pays parce que la planète est vraiment très 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 grande. En Australie, par exemple, c'est beaucoup trop loin. Mais de Dubaï à Toronto, de Stockholm à Casablanca. Aujourd'hui, on ne va pas au Japon encore. On y est allé, mais on n'a pas de clients véritablement. La Russie est un pays très très compliqué, tout à fait spécifique. C'est pour ça que je vous en parle. Mais il y a un marché de l'audiovisuel qui est extrêmement important. C'est un marché où il faut rester rigoureux avant d'y aller trop vite. Alors j'ai été me balader un peu sur les sites. Je pense que vous le savez déjà, mais je voulais vous en parler. Il existe aujourd'hui, alors vous savez qu'au niveau des télévisions, des téléviseurs plus exactement, tout était fait. Aujourd'hui, on peut commander un téléviseur avec pratiquement un claquement de doigts. Et ils ont été beaucoup plus loin. Savez-vous avec quoi, aujourd'hui, on peut commander son téléviseur? J'ai vu ça sur... La pensée. Là? La pensée. On n'y est pas encore. Vous dites avec quoi? Avec la main et pouvoir... Tactile, oui. Roger? La voix, non? Non. Allez, faites-moi encore chacun une proposition. Mais moi, je suis sûr qu'on j'ai la viendra à la sapette pas comme pensée. dans le temps. Je sais pas, avec ces tablettes tactiles et puis on passe les commandes. Non, je vais Les vous yeux. montrer. Oui. Je vais vous montrer un truc Les yeux. très étonnant. Ça se passe à Berlin. Il y a eu un marché il y a quelques temps qui s'appelle Ouais, l'IFA. merci. Et à Berlin, eh bien, vous allez voir cette démonstration. Regardez, vous commandez votre téléviseur avec les yeux. En regardant en haut, vous faites un mouvement. En regardant en bas, un autre. À gauche, également un autre. On va écouter justement un des représentants de cette marque qui nous explique le projet. On va pouvoir en fait simplement, en bougeant les yeux, naviguer dans les menus, cliquer dans du contenu de manière la plus simple. Alors je prends un exemple, lorsqu'on regarde vers le bas, un petit menu va s'afficher et on va pouvoir, en allant à gauche, faire baisser le volume, en allant à droite, l'augmenter. En regardant vers le haut, on va afficher un autre menu qui va être le menu du téléviseur. Pour cliquer dans ce menu, il suffit de cligner des yeux. On rentre à l'intérieur de son contenu et on peut aller en bas sur Internet, donc consulter ses messages Facebook. Je clique. Ok, ça non. Par contre, celui-là, oui, je reclique. Voilà. Quand Marie-Paul dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on cligne des yeux et c'est... Et voilà. Et vous si la on zappez. s'endort C'est pas devant, rien, ça fait ça. quoi? Ouais. Mais alors Ça fait après, quoi vous aurez sans affaire à endort Marie-Paul. Mais après, c'est compliqué. Quand vous allez rouvrir les yeux, je pense compliqué. que tu passeras ça le quart Vaut mieux d'heure. éviter. On va aller jusqu'où, Hervé? Parce que là, on peut Moi, pas je trouve aller que plus c'est bien pour les gens en mobilité réduite. Effectivement. Parce que ça peut amener quelque chose... Le monde du c'est handicap extrême. a y gagné avec ce genre de technologie. Parce que Pour ça eux, les déjà en rend- premier, moi, je pense. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, ça fait rêver. Ces technologies sont peut-être pas forcément utilisées immédiatement et pour tout le monde. Mais le fait de les développer, ça va certainement conduire à d'autres idées, d'autres innovations pour faciliter notre vie. Et peut-être aussi faire des choses qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Et c'est vrai, le marché du handicap, c'est fabuleux. Ils peuvent, tout en étant parfois handicapés et amoindris, bien faire autant de choses que les autres. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors après les téléviseurs sans télécommande, après les téléviseurs commandés par la voix, voilà, ce sont les yeux. Mais j'ai vu l'autre jour, on a passé dans cette émission d'ailleurs, des lunettes de, je crois que c'était Apple qui faisait ça, où les lunettes, dans les lunettes, vous aviez déjà des moniteurs qui vous permettaient d'avoir des sorties ciné et des affiches. Vous croisez avec vos lunettes, Roger, à concert, vous faites un mouvement avec vos lunettes et vous avez exactement la possibilité de réserver immédiatement votre La place. réalité virtuelle. Où va-t-on s'arrêter? C'est la question que je me Il faut pose. aller jusqu'où, Hervé, là-dessus, dans ces technologies-là? Je Il n'y a pense pas de qu'il faut- limite à un moment donné? Oh, il y a toujours une limite, mais c'est vrai que l'homme a une capacité d'imagination inventé. C'est vrai que incroyable. la pensée, le subliminal, la pensée, ça c'est sûr. C'est illimité et c'est quelque On part. travaille déjà sur le renseignement et tout,
Il y a déjà des recherches extrêmement poussées. Oh, vous savez quelque chose? T'as des infos, Marie-Paul? Mais quand on lit et qu'on s'informe, on tombe sur des articles parfois qui ne sont pas toujours grand public, mais ils sont intéressants. C'est vrai, il se passe beaucoup de choses, notamment dans ce qu'on appelle actuellement le big data, c'est-à-dire la capacité avec des ordinateurs aujourd'hui d'étudier, de simuler, de prévoir le comportement des gens de façon massive. Donc il faut se poser des questions parce que où est-ce que sera la manipulation notre mentale. liberté, tout à fait. Pour venir à ce genre de technologie, je pense que tant que ça apporte des services et qu'on arrive à créer de la valeur et non pas la détruire, c'est intéressant. Maintenant, il faut qu'on apprenne, notamment en ces périodes, à rester mesuré dans l'arrivée de la modernité, parce qu'il faut parfois se souvenir des modèles qui ont bien fonctionné par le passé, qu'on aurait intérêt à réutiliser aujourd'hui. Et puis, attention aussi à ce phénomène dont on ne parle pas assez. Vous savez, parfois les systèmes sont tellement bien pensés qu'ils sont programmés pour s'arrêter un jour, de façon à s'assurer qu'on va en racheter un autre. Là, je pense aussi qu'il faudrait. Il faut des paliers de toute façon. Dans toute innovation, il faut des paliers. Et puis, il faut que les gens s'approprient, avoir le recul et rebondir. Et puis, j'ai pas y arriver. Rappelez peut-être aussi que l'innovation, c'est aussi des choses plus simples et pas forcément technologiques, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure à Cousances, où en fait, le monsieur, il innovait parfaitement. Il était aussi dans l'innovation. Ah oui. L'innovation, c'est pas que de la haute technologie, des fois. Non. Alors, par rapport à... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Roger. Et je pense que c'est bravo à vous de faire la promotion de cette idée, parce que autant ça fait rêver les nouvelles technologies, on en fait facilement la promotion et on fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Autant ce genre de pratiques très innovantes, Roger a raison, il faut les faire connaître parce qu'elles ont un impact sur l'économie réelle extrêmement important. Donc faire savoir l'expérience c'est aussi très intéressant. Du producteur de tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est partie de l'innovation. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est que le grand public le reconnaît parce que Marie-Paul, forcément, a une cote auprès de nos amis téléspectateurs et que le téléspectateur comprend le travail et la recherche. Marie-Paul fait ça depuis une dizaine d'années maintenant. On a eu autour de cette table des centaines d'artisans qui n'auraient jamais pu faire de promo si vous n'étiez pas allé chez eux, soyons honnêtes. Mais le gros souci actuellement, le souci des milieux concernés, c'est cette crise qui nous arrive de plein fouet depuis quelques années. Et il va falloir que les consommateurs soient extrêmement vigilants, qu'ils gardent un petit peu de pouvoir d'achat pour leur table, parce qu'on risque de perdre tout un pan d'un savoir-faire de tous les terroirs, même en France, il n'y a pas que la Lorraine. Ah oui, il va falloir faire économiquement, c'est extrêmement difficile. Il y a des entreprises... c'est-à-dire que moi, ce que je reproche aux politiques, c'est qu'ils ne consultent pas assez, pour nous, les petites entreprises, et on n'est pas assez écoutés. Quand on a des règles, on dit à 20 emplois, on fait ça. Pour une entreprise qui se porte bien, qui a 25-30 emplois, vous non. Est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont passés justement par l'entreprise avant? Non. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Non. Roger Oui. Pas suffisamment, mais bon, je ne peux pas caricaturer trop non plus, je crois qu'il y a eu sans être dans la caricature, je pense que parler de l'entreprise, la connaître et avoir travaillé dedans, ce sont des choses différentes. Ah oui. Donc ils sont nombreux à pouvoir en parler parce qu'ils ont des échanges, ils ont souvent des très bons rapports. Mais je crois pouvoir dire que faire l'entreprise, être dans l'entreprise, faire face à toutes les décisions, c'est une autre expérience et c'est difficile de la transmettre. C'est pour ça qu'il faut augmenter les échanges entre ceux qui doivent décider et ceux qui font. Il faut qu'ils écoutent aussi. Et effectivement, quand ceux qui parlent écouteront ceux qui font, je pense que les choses risquent de s'améliorer un petit peu plus. À propos d'entreprises qui vont bien, la semaine dernière, nous avions autour de cette table François Pélissier, qui est le patron de la C654. Avec lui, nous avions découvert la société MC Vitrine, là aussi, qui fonctionne dans le monde entier. C'est un truc de fou. Et là, on va voir un nouveau produit. Ça s'appelle Sofidel, c'est la société. C'est une filiale de Sofidel qui se trouve donc en Meurthe-et-Moselle, qui s'appelle Deli Papier. Alors là aussi, c'est très étonnant. Deli Papier fabrique du papier à usage sanitaire, domestique, pour les collectivités, papier tissu, papier toilette, essuie-tout, mouchoir, rouleau industriel. C'est à côté de chez nous. Et si on ne le savait pas par la C654, on ne saurait pas. Regarder. Essuie-tout, papier toilette, mouchoir, les Français en consomment près de 2000 tonnes chaque jour. 20% de ce papier sanitaire est produit dans cette entreprise lorraine, Deli Papier. La plus grosse unité de production française est installée depuis 1998 à Frouard, près de Nancy. Cette société est une filiale du groupe italien Sofidel qui compte 23 usines en Europe. Deli Papier emploie 500 salariés et produit 400 tonnes de papier par jour. Une chaîne de production qui tourne toute l'année, jour et nuit. Deli Papier livre l'ensemble de la grande distribution française avec ses propres marques, mais aussi avec
nos marques, que sont le Trèfle, Regina et bien sûr Sopalin. Dans des gammes de qualité standard, mais aussi premium, des épaisseurs pouvant aller jusqu'à 6 feuilles pour du papier hygiénique. Nous livrons également les collectivités, les hôpitaux, l'industrie, avec des produits comme les draps d'examen et beaucoup d'essuie-mains. Pour produire ce papier sanitaire sous ses différentes formes, il y a 2 étapes fondamentales. Pour commencer, il faut fabriquer la matière première, le papier. La pâte à papier est élaborée à partir de celluloses qui viennent du monde entier, acheminées par voie fluviale, essentiellement sur l'usine. Les celluloses ont des caractéristiques différentes. C'est la cellulose qui va définir la douceur, la résistance, l'absorption du papier. Donc, la pâte est préparée dans des grands cuviers. Ces cuviers, on va nettoyer la cellulose, on va la triturer. Et lorsque le mélange est optimum, il est injecté sur la machine à papier. Les machines à papier sont des très grosses machines qui tournent très vite et qui vont fabriquer des bobines, soit blanches, la plupart du temps, mais également roses, notamment pour le marché français. La deuxième étape, c'est la transformation de ces grosses bobines de 2,5 tonnes en papier à consommer tous les jours. Un processus de fabrication totalement automatisé à la pointe de la technologie. On va réaliser dans un premier temps les décors, les impressions que vous voyez ici, puis on va donner du volume au produit, c'est les décors que vous voyez là, les formes. Ensuite on va rouler le papier sur un grand rouleau carton, à cette occasion on peut d'ailleurs parfumer le produit. Et ensuite on va découper à longueur le produit final, que ce soit de l'essuie-tout, du papier toilette. Ensuite ces produits vont aller vers d'autres machines où on réalise l'emballage final du produit. Une usine des plus modernes d'Europe, avec plus de 100 000 m² de bâtiments pour les lignes de production et le stockage. Depuis une dizaine d'années, Deli Papier s'est donné les moyens de travailler dans le plus grand respect de l'environnement, avec des process de fabrication prévus dès la conception du produit pour limiter les différents rejets ou l'utilisation de certaines matières. Une éco-conception étudiée dans le bureau de recherche et développement de l'entreprise. Deli Papier est le papetier français qui consomme le moins d'eau à la tonne de papier produite. De même, nous sommes très attachés à la qualité de l'eau que nous rejetons à la Grévière, cela grâce notamment à notre station d'épuration. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens travaille sur la qualité des produits pour, au niveau du packaging, réduire le plus possible le poids de l'emballage tout en ayant la même résistance. Au niveau de la compacité des produits, les rendre de plus en plus denses pour en mettre davantage dans un camion. Au niveau, par exemple, de l'encre, d'avoir des encres alimentaires qui ont un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Que ce soit à la production ou en bureau d'études, les salariés doivent toujours être formés face à l'évolution des nouvelles technologies. Des formations proposées notamment par la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Notre plan de formation est très supérieur au minimum légal. Ce sont des formations à caractère technique, comme du pilotage de lignes automatisées, comme de la maintenance, mais aussi des formations à caractère managérial ou commercial. Nous apprécions donc les services de la Chambre de commerce parce qu'elle a les équipements nécessaires, elle a les équipes compétentes pour assurer ces formations. Deli Papier produit 1 milliard de rouleaux de papier sanitaire par an. L'an passé, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Commentaire, Roger? Ça prouve qu'on a des entreprises qui marchent bien, heureusement, et on en a même beaucoup. Donc on n'est pas exempt, la Lorraine n'est pas par terre, du point de vue. Le problème, c'est qu'il en faut plus. Plus on en aura, mieux ce sera. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles exportent. Donc elles vont vers l'extérieur. Mais bon, c'est sûr qu'il faut accentuer ce mouvement-là, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative de la C654, parce qu'il faut que le Lorrain s'approprie leur patrimoine d'entreprise. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qui se passe en Lorraine. Et je trouve que ça, moi, je les félicite. Parce qu'aujourd'hui, montrer des films de cette qualité-là, avec l'emploi et le chiffre d'affaires, c'est exceptionnel. Hervé ? Je pense que c'était une très bonne chose de parler de ce qui fonctionne bien, parce que ça fonctionne bien. Il faut aussi écouter ces gens, puisqu'ils savent comment faire pour que ça fonctionne correctement. Donc il faut les écouter et puis les accompagner dans leur réussite, puisque c'est en misant sur ces gens-là qu'on peut en attirer d'autres, effectivement. Et c'est vrai que la Lorraine, elle n'est pas morte, loin de là. Il y a beaucoup de bonnes entreprises qui embauchent, qui plus est. C'est intéressant aussi de voir dans cette expérience que ce sont des capitaux étrangers. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut utiliser nos capitaux, on en a, mais il faut aussi savoir attirer les capitaux étrangers. Donc en cela, c'est une excellente expérience. Oui, c'est très positif. Ça montre le bon exemple. C'est bien. Je pense que ça peut donner des idées à certains.
Il y a 10 jours à peu près, nous étions conviés à une petite réception drôlement sympa avec beaucoup d'émotions. Alors, tout le gratin était présent. J'ai même vu Gérard Longuet qui était présent pour soutenir Roger Quesel. Donc nous avons les images. Il y a 10 jours, Roger était nommé par Jacques Chérec chevalier de la Légion d'honneur. On vous voit, Roger, à l'antenne. C'est la classe. Je vous ai rarement vu autant ému. En tout cas, lorsque vous avez prononcé vos premières paroles, on sentait que voilà, vous preniez quand même conscience que c'était un moment important de votre vie. Oui, je vous remercie de faire la surprise parce que vous m'en avez pas parlé avant. Il manquait que je vous en parle encore. Oui, non, c'est un moment émouvant. La Légion d'honneur, c'est effectivement pas n'importe quoi, mais comme j'ai dit là, au moment de la cérémonie, c'est quand même aussi tout le travail du CES qu'il y a derrière, quoi. On fait vraiment un gros travail en équipe, avec dans un climat qui est très particulier, puisque c'est un climat d'amitié entre patrons syndicalistes, hommes de culture, hommes et femmes de culture. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est aussi cette récompense-là. Mais là, vous êtes modeste. Et j'ai vu, Roger, que la droite comme la gauche, comme sans étiquette, tout le monde était là pour vous soutenir et qu'il y avait du beau monde quand même. Hein. Oui, parce qu'on dépasse les clivages, quoi. Et donc il y avait Gérard Longuet, il y avait Dominique Gros, il y avait Bertrand Merz, voilà. Oui, il y avait Michel Henrich, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui était présent. Le maire de Finale était là, oui. C'est plutôt un signe qui... Et Jean-Luc. Et Jean-Luc était présent. Et Virginie. Et Patrick, nous on était tout... C'est normal que l'équipe aille soutenir nos champions quand même. On n'aurait pas loué ça. On va quand même pas laisser tomber dans ce moment important. Roger, vous avez choisi de parler de quoi cette semaine dans cette Lorraine qui va bien? Comme chaque semaine, je parle de la Lorraine, des bonnes nouvelles, des choses qui vont bien. Je voudrais vous parler de la Madine. Alors vous aurez peut-être l'occasion d'en reparler peut-être avec Rachel Thomas, puisque vous faites une série d'émissions, Jean-Luc, sur le tourisme. Mais là, la Madine est un élément de patrimoine extrêmement important. C'est très beau, les paysages sont magnifiques, c'est une surface d'eau qui est tout à fait intéressante, mais qui quand même, il faut reconnaître qu'on a un peu du mal à valoriser, quoi. Moi, pourquoi il n'y arrive pas, Roger? J'y suis allé il y a 2-3 semaines, il faisait un temps magnifique, il y avait beaucoup de monde, c'était très propre, très bien entretenu, mais enfin, ça faisait quand même un peu années 60. Quoi. Ouais. Donc, oui, on est d'accord. La Madine fait années 60. Et la bonne nouvelle, c'est un peu ça, quand même. C'est que, bon, manifestement, les promoteurs, donc la région et puis le Conseil général de la Meuse, ont envie de moderniser tout ça, de créer du neuf. On parle des planches de la Madine, donc de rénover toute la partie Nonsard, qui va être fermée pendant un an. Ça va être un petit peu embêtant. En 2013, on va fermer Nonsard, pour rentrer que du côté de Dicourt. On va mettre 14 millions dans l'opération, hein, donc c'est quand même pas rien. Mais l'idée, c'est d'en faire un vrai lieu d'attraction touristique qui serve à tout le monde, y compris aux gens, c'est pas les gens qui ont forcément plus de moyens, mais à tous les types de publics, mais qui en fasse aussi un lieu un peu de développement économique, hein, qui permette aussi de faire en sorte que ce lieu qui est très important développe nos territoires, comme les initiatives que monte Marie-Paul développent le territoire. La Madine, c'est un lieu important. Donc ça va être long, ils ont mis 14 millions, ils espèrent aller jusqu'à 60 millions d'investissements en faisant venir du privé, donc c'est un vrai défi, notamment ça manque de restaurants, on voit bien, hein, y a pas, c'est quand même un peu juste, quoi, hein. Oui. Donc voilà, ils sont rentrés dans une mécanique, et chaque fois que la Lorraine rentre dans une mécanique positive pour investir, je crois que c'est plutôt bien. Avant d'attaquer la deuxième partie de ce Bienvenue chez vous, et nous allons aller faire un tour du côté du jardin d'Adoué, c'est du côté de Nancy aussi. Nous aurons également Cynthia pour parler tendance, nous retrouverons Virginie avec nos deuxième parties. Je voudrais vous proposer un petit jeu, mais avant de démarrer ce jeu, je voudrais juste revenir d'un mot sur votre société, Hervé, avant de vous laisser. Proconsultant, on peut dire qu'il y a eu cette période de télévision. Avec les nouvelles technologies, est-ce que vous avez déjà franchi le pas? Est-ce que vous craignez justement l'arrivée des nouvelles technologies? Et qu'est-ce que vous allez faire justement pour que Proconsultant 1 fasse un bébé qui s'appelle Proconsultant 2? C'est une excellente question, très stratégique. Je m'inscris dans la continuité, donc j'observe énormément ce qui se passe dans notre environnement. Je lis beaucoup, je me rends à beaucoup de conférences, je vais rencontrer nos clients très systématiquement. Donc oui, les technologies sont en train de changer les choses. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une opportunité. Quand il y a des changements sur un marché, eh bien, si on arrive à accompagner le changement et amener des nouveaux produits, c'est effectivement du nouveau business. Donc je suis dans la continuité, mais on essaye effectivement de transformer l'entreprise de façon à ce qu'elle accompagne son marché et qu'elle puisse réussir dans les années qui viennent, ce qui est mon rôle et mon mandat. Alors nous allons jouer à présent. Donc hier, je vous rappelle qu'il fallait découvrir une mamie de 87 ans, une Allemande qui faisait encore de la barre parallèle, enfin des barres parallèles. C'était étonnant, mais on a trouvé. C'était déjà la deuxième bonne réponse sur 10 jours. Je compte sur vous aujourd'hui pour faire augmenter un petit peu cette moyenne qui est quand même, somme toute, un peu faible. Mais elle remonte, elle remonte. Elle remonte. Je sens que... Alors là, nous allons jouer, surtout vous quatre. Je vais vous montrer une image. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Je vous demande juste d'essayer de trouver quel reportage, quel événement je voudrais mettre en avant. Pour l'instant, vous n'avez que ça.
Moi, j'avais été un peu plus gentil. Je pense que le réel d'aujourd'hui est un peu plus dur que moi. Parce que, effectivement, là, si je vous dis, allez, voilà, pour que Rémi, qui réalise l'émission, passe pour quelqu'un de gentil auprès de vous. Oui, il est gentil. Il m'a demandé de vous dire qu'il s'agissait du nord de Chypre. Ouais, super. Ah bah, avec tout ça, si vous ne trouvez pas, franchement, non, vous ne voyez pas ce qui pourrait se passer en ce moment du côté de Chypre, sur les plages de Chypre, Marie-Paul. Des naturistes. Des naturistes. Et ben pourquoi il fait bon là-bas? Vous saviez ça? Oui. Ah non? Vous êtes déjà allé là? Vous êtes allé? Jamais. Marie-Paul, j'ai déjà allé. Jamais. Si, sinon vous n'auriez pas déjà. On est sur quelque chose. C'est Internet, donc c'est peut-être par Internet. Non, mais je vois. Non, du tout. Ben, c'est pas la bonne réponse. Non, mais. Roger. Il y a un conflit là. Non, c'est dramatique. c'est quelque chose que vous allez adorer. C'est ludique. Non, c'est beau, c'est beau. Il y a un festival, un défilé de mode. Un défilé de mode? Non. De musique. Non. J'ai pas d'idée. Hippie. Allez, je vous donne une deuxième photo. Hein. Oui, C'est plus simple. deuxième indice. Ce sera beaucoup plus simple. Ah, Ils vont planter quelque chose. Ils ont retrouvé un animal. c'est pas mal. Un mammouth. Non, ben non. Il me semble que Une tortue. En avance. Une tortue qui est une Très tortue géante. ancienne. une baleine. Non, mais vous êtes sur la bonne voie. Une baleine. Non, Un suivez dauphin. suivez Une Hervé. tortue qui est venue pondre. Donc ce sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Les œufs. Les œufs. Ils sont en train de venir prendre les œufs parce que les tortues les enfouissent dans le sable. Et effectivement, il faut les sortir, les laver, les nettoyer et regardez ce que ça donne. C'est un super reportage. Dans le nord de l'île de Chypre, le sable fin et la mer ne sont pas les seuls à attirer les touristes. On vient ici pour observer la naissance de centaines de bébés tortues et ces bénévoles du projet de conservation des tortues de mer creusent le sable pour trouver les œufs. Divisée en deux depuis 1974, l'île de Chypre accueille environ 40% des nids de tortues marines de la Méditerranée. Située dans la partie nord, occupée par la Turquie, Alagadi-Plage est un lieu important pour la sauvegarde des espèces et la recherche scientifique. Voilà, donc mignonne. sympa, non? Fini la première partie, c'est une bonne. C'est mieux que les conflits quand même. Mais naturiste et tortue, je trouve que ça va bien ensemble. Parce qu'ils respectent la Vous nature. avez quelque chose à nous dire que vous n'osez pas avouer aujourd'hui. Il faudra qu'elle nous explique je ça. veux dire que. Moi, je veux voir les photos de tes vacances, Marie. Maintenant, ça y est, je suis Avant, curieuse. j'étais en haute montagne. Ah oui. Ouais. Pour faire du naturisme. Bien sûr. Et je pensais tout à l'heure, quand vous avez parlé de la Madine, au magnifique étang de la naturiste Savoie. à Madine. Allez hop. Comme ils ont progressé, Ouais. et cet été, ils Voilà, ont fait le plein c'est là partout. avec- Ah, ils ont avancé, Moi, je oui. lisais le Dauphiné, j'étais 15 jours là-haut. Et l'aménagement des lacs de Savoie, les Lorrains devraient aller prendre des Il idées. faut qu'on fasse pareil. Avec un code naturiste. Il faut qu'on fasse Non, pareil. non, pas. Mais il ne faut pas aller si loin que ça. En Sarre, par exemple, il y a de magnifiques. Mais lacs ils qui ont sont fait un très- aménagement là-haut. Très aménagé. La Madine a du potentiel, c'est un Ah, Énorme, Est-ce qui que n'a vous jamais pensez qu'à été ce moment-là, je valorisé. peux lancer la pub? Allez, Je vous dis parce que peut-être. comme je Allez, faites-vous plaisir, Jean-Luc, faites-vous c'est plaisir. gentil. Lancez Merci la en pub. tout cas à vous Hervé, merci beaucoup. Merci de m'avoir Merci Roger. Le reste Félicitations. reste avec moi si j'ose dire. Tout de suite, Je suis à côté d'un grand homme alors. la pub, on se donne rendez-vous juste après.